La Turquie et le Togo sont convenus mardi de renforcer leur coopération militaire au terme de la visite d'amitié et de travail du président turc Recep Tayyip Erdogan à Lomé. Germain Pouli, il n'y a pas que l'aspect militaire, il y a aussi d'autres prismes de cette visite du chef de l'État turc. Quoi Oui, précisément? tout à fait. C'est une coopération dans différents secteurs. Donc, vous savez, un travail énorme a été abattu par la diplomatie. Il y a eu des voyages des deux ministres togolais en Turquie. Il y a eu le voyage du ministre turc des Affaires étrangères et tout ça pour préparer donc cette visite-là qui annonce une autre visite, une invitation qui a été lancée au président Faurnia Singbe pour une visite en Turquie. Donc il y a les aspects diplomatiques, il y a une ambassade donc du Togo qui va s'ouvrir en Ankara. Il y a des aspects économiques. Donc, vous savez, aujourd'hui, la Turquie, on en a parlé beaucoup plus sur le plan militaire et sécuritaire, mais sur le plan industriel et économique, c'est une grande puissance aujourd'hui. Et plusieurs pays, donc, cherchent à être des partenaires et nous sommes heureux de savoir que pour sa tournée africaine, quand même, le président turc a choisi 3 pays. L'Angola, le Nigeria et le Togo. L'Angola, le Nigeria et le Togo, même si au Togo, les présidents burkinabé et libériens ont profité quand même pour faire d'une pierre 3 coups. Donc, ce qui est une bonne chose, ça veut dire que notre pays, de par les efforts qui ont été faits dans les réformes entreprises et de par sa position stratégique au niveau des infrastructures, notamment portuaires, font de lui un acteur important dans le commerce international. Et ça, la Turquie l'a assez bien remarqué. Et la Turquie, de par aujourd'hui ses ambitions sur le plan mondial, donc veut passer par le Togo pour s'implanter. Donc au-delà des aspects diplomatiques et commerciaux dont on parle, il y a l'aspect culturel, il y a l'éducation, et ça a été symbolisé d'ailleurs par l'inauguration de l'école internationale Marif par la première dame et la présidente de l'Assemblée nationale togolaise. Donc c'est dans plusieurs sens que cette coopération-là est en train de se renforcer, probablement qu'avec la prochaine visite d'État du président togolais en Turquie, donc, qui est très attendue. Il y aura des annonces beaucoup plus larges par rapport à cette coopération-là. Donc c'est une bonne chose. Aujourd'hui, la Turquie est une puissance qui monte, même si elle refuse d'assumer ce statut-là pour ne pas avoir à payer certaines taxes liées au respect de l'environnement. Vous avez vu que diplomatiquement, économiquement et militairement, c'est un pays qui compte sur l'échiquier international. Et l'engagement du Togo dans la stabilité dans la sous-région lui impose aussi d'avoir des partenaires de choix comme la Turquie qui, sur le plan sécuritaire, déploie de gros moyens, dispose de gros moyens et peuvent aussi aider le Togo donc, dans ses ambitions-là. Alors, Horus Donkovi et Germain a parlé de cette visite du ministre Yark et du ministre Robert Jussi à Ankara en Turquie. Et donc, il y a sans doute l'aspect militaire, il a donné également les raisons, et l'aspect de la coopération tous azimuts. Oui, bon, alors, si vous voulez, moi, je connais pas bien les détails du partenariat qui est en train de se lier. Bon, encore une fois, on parle de l'aspect militaire. Tout va dépendre, en fait, si vous voulez, des détails de ce qu'on entend par partenariat et des projections du Togo en termes de coopération, de développement, d'émancipation et ainsi de suite. On parle de rapprochement Turquie-Togo. Selon vous, concrètement, le Togo aura quoi dans ce plan? Alors, le problème qu'il y a, c'est que, comme je disais tout tantôt, c'est-à-dire, on va parler d'un rapprochement Turquie-Togo. Mais en réalité, pour moi, lorsqu'on a l'envergure d'un État comme la Turquie, c'est plus un rapprochement Turquie-Afrique via un pays qui a des atouts stratégiques, qui est le Togo. Donc maintenant, la question est de savoir, en termes de vision globale, quel est le projet de la Turquie pour la sous-région et en quoi le Togo
peut lui permettre de s'implanter dans la sous-région. Donc il y a ces subtilités-là. Ensuite, au niveau du Togo, qu'est-ce qu'on y gagne? Si l'idée c'est de, comment dirais-je, l'idée c'est de seulement prendre, disons, d'avoir du conseil turc militaire ou de faire des prêts pour avoir de l'armement ou ainsi de suite. Bon, mais maintenant, si effectivement il y a une réelle, un réel échange scientifique et technologique qui va permettre, par exemple, je ne sais pas moi, d'avoir beaucoup plus de médecins, d'avoir beaucoup plus d'enseignants en technologie, d'avoir, comment dirais-je, une agriculture mécanisée, d'avoir comment dirais-je, beaucoup plus d'infrastructures de qualité et ainsi de suite, oui, cela m'intéresse. Si par exemple pour le Togo il va s'agir de savoir comment un pays comme la Turquie qui a amorcé, tout à l'heure je parlais d'Atatürk parce qu'on ressort de l'Empire ottoman et que justement la Turquie sait ce que c'est que d'avoir des États qui essayent de l'écraser, qui essayent de circonscrire son développement. Si on me parle d'un réel échange où on s'inspire peut-être de certaines choses qu'il y a eu en Turquie d'un point de vue historique pour émanciper la sous-région, et cela par le Togo, oui, cela m'intéresse. Ouais. Mais si maintenant il s'agit de calquer sur le modèle d'accord qu'on a eu avec des États occidentaux comme la France ou comme les États-Unis, ainsi de suite, où on est dans un rapport si vous voulez, de dominant à dominé, là je suis beaucoup plus frileux. Et comment dirais-je, comme on dit, il ne s'agit pas d'aide, les États ont des intérêts. Et la Turquie est dans la même dynamique qui est celle de la Chine, qui est celle des États-Unis, qui est celle de la Russie ou de l'Europe, de la dynamique qui est d'investir les États africains et de focaliser sur un certain nombre de ressources. Donc maintenant, après, chacun de ces États a une approche différente et il faut fouiller cette approche-là, voir concrètement ce que cela peut nous apporter et surtout, c'est à nous de définir ce qui peut être à notre avantage. Donc voilà, alors, il faut tous ces détails-là pour pouvoir se prononcer. Firmete Kouagbo, l'Angola est un pays lusophone visité par le chef de l'État turc. Le Nigeria, un pays anglophone. Le Togo a des liens historiques avec la France. Je vous pose cette question. On connaît les brouilles actuelles entre les deux chefs de l'exécutif. Je vais parler d'Emmanuel Macron de la France et Erdogan de la Turquie. Cette visite risque peut-être d'irriter aussi Paris. Ouais, je dirais bien vu. Bien vu, parce qu'en Europe, on qualifie Erdogan de ce sultan qui défie l'Europe. Vous savez que depuis une vingtaine d'années, la Turquie a fait partie de l'Union européenne. Lorsque Sarkozy devrait être président à l'époque en 2006-2007, il s'est opposé à ce que la Turquie fasse partie de l'Union européenne, parce qu'il a dit que la Turquie fait partie de l'Asie mineure. Donc, que la Turquie ne devrait pas faire partie de l'Europe. Il a lui aussi, il avait ses raisons, même si Ségolène Royal, candidate aussi à la présidentielle de 2007 en France, s'y était farouchement opposé. Donc entre l'Europe et la Turquie, ça ne colle toujours pas. Et aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure que le monde est devenu multipolaire, que l'Afrique, on a remarqué, c'est un terrain vierge. Avant, c'était les Occidentaux simplement, la France en particulier. Aujourd'hui, les Turcs aussi veulent venir s'essayer en Afrique pour... ils affichent un peu leurs compétences, que ce soit militaire, agricole, commercial. N'oubliez pas, la Turquie est présente en Libye. Donc la Turquie veut étendre un peu son réseau son sur influence. Le plan commercial, sur le plan militaire. Vous voyez, la Turquie est présente en Libye. C'est pour des raisons sécuritaires. Et quand vous suivez un peu tous les commentaires qui se font sur la visite de Erdogan, on parle aussi de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Nous savons que dans la sous-région, dans la région ouest africaine aujourd'hui, on parle du G5 Sahel. Il y a les Occidentaux qui sont là depuis un certain nombre d'années avec le G5 Sahel, mais les actes terroristes continuent de se perpétrer. On n'arrive toujours pas à trouver une solution à ces actes terroristes. Or, regardez, quand il s'est agi de mettre fin à l'État islamique au niveau de la Syrie,
Mais les Occidentaux se sont mobilisés et c'est fini, l'État islamique a disparu. Mais en Afrique, le G5 Sahel se mobilise depuis avec l'appui des Occidentaux, avec l'aide promise des Américains, des Français, des Anglais. Mais jusqu'à présent, rien. Les aides promises ne sont toujours pas disponibles. Donc si la Turquie se dit aujourd'hui, je veux venir un peu aider les Africains de la région, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, je pense qu'elle est la bienvenue. Mais ça ne ferait pas. C'est une bête noire de la France, là, parce que c'est un territoire où, entre guillemets, occidental, que les Turcs sont en train de vouloir conquérir aussi. Donc si les Turcs viennent, et avec leur expérience, on remarque que ça paye. Donc les Africains, beaucoup d'Africains vont se dire, donc on se tourne un peu vers la Syrie, comme ce qui se passe actuellement au Mali. Et en Centrafrique, les Centrafricains ont voulu essayer un peu l'expérience russe. Cela est en train de leur marcher. Les Maliens sont en train d'expérimenter un peu l'expérience russe. Wagner, cela est en train de leur marcher. Si les Africains se disent, on tente un peu avec, on s'amuse un peu avec l'expérience turque. Si ça marche, je pense que ça va être très difficile. Ça va être de la mer à boire pour les Français. Mais une chose est sûre, les Turcs sont déjà présents. Sur le plan militaire, ça va décoller. Tout d'abord, ça part du Togo parce que le Togo joue un rôle important dans la sécurité stratégique, dans la sécurité de la région. Donc, si le Togo fait appel à la Turquie, ça peut déjà porter un fruit. Et aussi, regardez, le Libérien, il était là. Georges Weah était là. Christian Makaboré était là. Or, c'est lui qui en a le plus besoin aussi sur le plan sécuritaire parce que c'est chez lui que les attaques continuent de se perpétrer. Et aussi, l'autre chose qui est beaucoup plus commerciale. Nous avons un port qui est bien stratégique. Si on voit un peu le marché togolais aujourd'hui, vous voyez assez de chemises, assez de pantalons, assez de chaussures, assez de ceintures turques. Vous imaginez. Or, ici, nous avons un port. La Turquie va s'en servir pour ravitailler ou pour approvisionner le Burkina Faso ou même les pays du G5 Sahel, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Tchad par-ci, par-là, et puis quels sont les autres pays, le Niger. Donc ça va être un partenariat peut-être qui va beaucoup plus profiter et la Turquie et les pays africains de la région ouest. Les deux chefs d'État, Germain Pouliot, ont décidé de renforcer davantage leur coopération en matière de santé par des mesures visant le renforcement des capacités du personnel soignant et la fourniture de moyens techniques et logistiques adéquats. Ça, le Togo en a besoin. Oui, sur le plan de la santé aussi, la Turquie peut énormément aider le Togo, donc on a besoin. Ça, c'est ce qui est déjà disponible sur le terrain. Et il y a une ambition à travers le PND qui est avec un plan national pour le développement sanitaire du pays. Donc, c'est normal que le Togo sollicite l'expertise de la Turquie. Mais ce que je voudrais faire remarquer globalement quand on parle de la France, qui risque de ne pas avoir d'un bon œil, je pense qu'aujourd'hui, les pays s'affranchissent un peu des cercles traditionnels, historiques. Vous savez que le Togo aspire à adhérer au Commonwealth, comme certains pays francophones avant lui l'ont fait. Et puis, la France n'est pas aussi opposée à la Turquie. Il y a des sujets sur lesquels ils s'entendent parfaitement. Et la France est l'un des rares pays de l'Union européenne qui demande des dialogues avec la Russie et la Turquie sur plusieurs sujets. Donc, on a parlé tout à l'heure de la Libye. Quand vous verrez, par exemple, le camp Haftar est soutenu et par les Russes et par les Français. Mais au Mali, c'est autre chose. En Centrafrique, c'est autre chose. Ça veut dire que les pays, selon leurs intérêts, même les Américains, ils font des missions spatiales avec les Russes régulièrement. Avec les Chinois, ils ont des rencontres pour discuter commerce. Donc, les pays sont débarrassés au-delà de ce sketch qui se fait sur le plan international, où on a comme l'impression que des pays sont foncièrement opposés. Mais il y a des couloirs qui leur permettent parfaitement de discuter, de s'entendre. Je crois que c'est un peu ce que les pays africains ont compris. Il faut diversifier leurs partenaires, aller vers de nouveaux pays émergents qui ont quelque chose. Mais peut-être ne pas dépasser le plafond. Oui, donc c'est un peu cela. Donc moi, je ne pense pas que la France peut
être jalouse, comme on le dirait en termes de co-épouse, mais en même temps, la France sait que d'abord ça c'est rien comparé à ce qui se passe en Centrafrique et au Mali, c'est que les pays africains ont besoin de partenariats plus justes. En réalité, tout ce qui s'est fait avec l'Occident jusqu'ici, c'est un peu déséquilibré en faveur de l'Occident. Aujourd'hui, les Africains veulent donner, mais veulent aussi recevoir en retour. Et donc, les pays émergents comme la Turquie et des pays qui signent leur retour, comme la Russie, qui était présente au temps de l'Union soviétique et qui est partie un peu après, qui revient. Donc, il n'y a pas à se dire qu'il y aura un problème. Non, pas du tout. Je pense que les Français ils aussi diversifient leur partenariat. Les pays africains confrontés aux problèmes de jeunesse, aux problèmes d'emploi, aussi diversifient leur partenariat. Et pour revenir un peu à ce que Firmin disait tout à l'heure, dans le domaine textile, par exemple, la Turquie aujourd'hui arrive à se positionner. Et on sait que nous avons ici également la plateforme industrielle de Déticopé, dont l'une des ambitions est la transformation des produits agricoles togolais, de la filière cotonnière aussi. Donc, c'est probablement que le Togo lorgne des investisseurs turcs qui viennent s'installer ici et puis nourrir un peu cette industrie textile-là. Alors, sur le plan sanitaire, au risque d'un Covid, il y a eu des accords également. Voilà, s'il y a eu des accords, c'est bien. Maintenant, comment dirais-je, je pense que ce qui serait intéressant pour le Togo, c'est vraiment peaufiner l'expertise médicale, accroître comment dirais-je, si vous voulez, le nombre d'étudiants formés en médecine et dans les principaux secteurs relatifs à la médecine. Ça serait bien parce que justement on manque de médecins, on manque d'infirmiers, on manque pratiquement quasi de tout. Mais surtout, ça serait intéressant d'avoir de pouvoir nous-mêmes fabriquer nos propres outils. Je pense qu'à un moment, petit à petit, il faut quand même aller sur le chemin de l'expertise qui nous permet nous-mêmes de fabriquer les outils dont nous avons besoin pour soigner nos populations. Et si la Turquie peut nous permettre d'avoir cela, mais pourquoi pas? Maintenant, après, comme je dis, les États ont des intérêts, quelle va être la contrepartie, et ainsi de suite. Et cela, il faut l'étudier soigneusement, de façon à ne pas retomber dans un système de prédation. Je suppose que si ces dernières années, le Togo a attiré le regard des Israéliens. Maintenant, on parle des Turcs. En ce temps, on a parlé des nouvelles routes de la soie. On a parlé de la Chine et ainsi de suite. Je suppose que le Togo a bien des compétences à faire valoir. Maintenant, comment est-ce qu'elle les fait valoir et quelles sont les projections sur le Togo, comme je dis, alors je ne parle pas des projections faites par des organisations internationales. Je parle des projections faites nous-mêmes en tant que Togolais pour nos populations et pour le développement du Togo et éventuellement de la sous-région. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour le Togo dans 10, 15, 20, 30 ans? Et à partir de ces projections-là, justement, savoir lier les partenariats qu'il faut avec les personnes qu'il faut pour avancer. Je donne un exemple. La fois dernière, on me parlait de la Thaïlande. Et on m'expliquait que la Thaïlande a un merveilleux système de santé qui est totalement intéressant. Justement, pourquoi ne pas sortir des sentiers battus et aller voir, par exemple, ce que la Thaïlande propose? Pourquoi ne pas voir ce que, par exemple, nous qui avons des installations portuaires, pourquoi ne pas voir ce que le Singapour propose? La Turquie, par exemple, m'intéresserait aussi par rapport à son industrie agroalimentaire. On a beaucoup de produits, de la biscuiterie, ainsi de suite, et tout ça, qui viennent de la Turquie, qui sont vendus sur nos marchés. Donc, nous qui sommes, agricoles, et qui avons le devoir impérieux de transformer, cela nous intéresse. Alors, il ne s'agit pas de délocaliser des entreprises turques pour les ramener au Togo. Il s'agit de faire en sorte que nos entrepreneurs eux-mêmes, à terme, puissent construire des industries telles qu'elles se mettent à exporter aussi vers l'extérieur. Donc, moi, je poserais la question de savoir, par exemple, dans cet échange, qu'est-ce que nous, on est dans le Made in Togo, qu'est-ce que nous allons exporter sur le marché turc? Est-ce que le marché turc
va être ouvert à nos entrepreneurs. Comment vont-ils pouvoir s'y épanouir? Comment vont-ils pouvoir s'unir pour être assez solides et être compétitifs sur des marchés à l'extérieur? Ce qu'il faut pour le Togo, Firmin Teko Agbo, ce n'est pas forcément la copie de la politique turque, hein, parce que là-bas en Turquie, ce n'est pas aussi la grande démocratie. On voit Erdogan, comme on le dit, qui réprime les opposants politiques et autres. Ce n'est pas forcément le système politique. Non, je pense que nous n'allons pas nous inspirer de cette pratique dictatoriale de Erdogan, parce qu'en termes de démocratie, il n'est pas un bon exemple à suivre. Je pense que le Togo, lui, fait des efforts. Ouais, vous l'avez toujours souligné. Le Togo, sur le plan politique, fait des efforts. Sur le plan démocratique, le Togo ne se lève pas comme ça pour arrêter ses opposants. Et tout ça, donc vous imaginez. Donc, il y a encore des centaines d'opposants en prison, et ceux-là qui ont tenté des coups d'État. En 2016, Erdogan a toujours ces opposants-là en prison. Et au Togo, il n'y a pas d'opposants politiques en prison? Non, au Togo, moi, je ne vois pas d'opposants politiques en prison. Un opposant politique, c'est qui? C'est celui qu'on arrête, par exemple. Quand on dit opposant pour ses opinions politiques. Oui, c'est celui qu'on arrête pour ses opinions politiques. Comme on dit aujourd'hui, celui-là qui est en prison et qu'on a arrêté pour ses opinions politiques, parce qu'il s'est opposé librement à Fagne Singbe, où il a juste critiqué Fagne Singbe et on l'emprisonne. En Chine, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, en Chine, vous critiquez avec véhémence le président Xi Jinping. Xi Jinping, on vous met en prison. C'est-à-dire, en Turquie, vous vous montrez opposant farouche à Erdogan, on vous met en prison. Au Togo, ce n'est pas encore possible. C'est-à-dire, ça ne se fait plus. Ça se fait plus depuis un certain nombre d'années. Donc, la démocratie togolaise est en train de se construire. Or, les choses se corsent beaucoup plus en Turquie. Nous n'allons pas nous inspirer de cet aspect. De cet aspect-là, parce que c'est dangereux. Et il veut ajouter juste quelque chose. Vous savez quand même, quand on présente Erdogan comme un dictateur, et c'est à prendre avec des pincettes. Vous avez vu là, il parlait du coup d'État de Fethullah Gülen, Fethullah Gülen. Ouais. Vous avez vu la réaction du peuple turc. C'est pas celle d'un peuple qui défend un dictateur, c'est celle d'un peuple qui défend un président, un leader qu'ils aiment. Et ça, c'est très rare dans le pays. On a vu chasser des présidents dans plusieurs pays, on n'a pas vu la population sortir et défendre le président. Au même moment, Germain, il y a aussi une partie de la population turque qui n'est pas forcément content, comme partout. C'est ça en démocratie. Je parlais des gilets jaunes en France tout à l'heure. Ouais. Ils sont prêts à aller, même s'attaquer à l'Élysée et à déloger Macron. Mais ce n'est pas eux qui ont élu Macron. Il y a une majorité, bon, même si le taux de participation à cette élection-là est bas, mais il y a une majorité qui a élu. Donc en Turquie, c'est pareil. C'est-à-dire que le président turc j'aimerais quand même dire a été... le présenté... On a encore 3 minutes. On va les partager. Lui, Firmin, une minute. Ouais. Bon, une minute, Firmin. Du chef président Erdogan. Donc, je suis d'accord avec le dernier point soulevé par Oris Donkovi quand il parlait de ce que le Togo peut exporter vers la Turquie, parce que cela rentre dans le cadre des engagements de notre centre, parce que l'une de nos ambitions premières, c'est de travailler le centre Firmin Teko Agbo, le centre de recherche et de géopolitique internationale Firmin Teko Agbo. L'une de nos ambitions, c'est de travailler à faire rayonner notre pays sur le plan international, et cela va se démontrer avec ce que nous exportons. C'est ce que nous exportons qui va nous aider à positionner notre pays. Voilà, sur le plan agricole, comment nous arrivons à positionner notre pays en Turquie, par exemple. Nous avons assez de produits. Est-ce que nous arrivons à exporter nous pourrons exporter du soja, nous pourrons exporter du piment, nous pourrons exporter des tubercules vers la Turquie. Pour le moment, on ne sait pas encore cela. Alors, c'est ce qu'on doit dire à la population, mobiliser la population pour que la population puisse se regrouper et puisse exporter. Au niveau du textile, qu'est-ce que nous
pourront exporter. Il reste 10 secondes. Oui, quand on parlait des entreprises, quand Germain et Russe parlaient des entreprises ici, des entreprises, peut-être on aura des entreprises turques ici. Est-ce que c'est possible qu'on ait aussi des entreprises togolaises en Turquie? En Turquie. Donc c'est ça qui nous intéresse. Il faut que nous aussi nous arrivions à exporter. Nous n'allons pas que subir la Turquie. Russe, vous avez aussi 1 minute. Alors, moi, c'est la question que tu as posée à Firmin concernant la politique. Voilà, je trouvais la question un peu vicieuse parce que après, il faut faire attention. C'est-à-dire, la Turquie, oui, on a des médias occidentaux qui nous disent Erdogan, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci. Mais en Turquie, il y a quand même, disons, ça ne vaut pas ce qui a pu se passer à Lomé, où parfois il y a eu des manifestations qui ont été réprimées de façon violemment avec des pertes de vies humaines. Il faut faire attention. Donc, lorsque l'on dit maintenant que Erdogan est plus dictateur que certains chefs d'État africains, il faut faire attention. C'est-à-dire, il y a des élections qui se passent en Turquie qui sont beaucoup plus flexibles que ce qui se passe en territoire africain. Il y a des manifestations qui n'ont pas, mais pas ce qui s'est passé dans la capitale. L'élection, c'était communal. Dans la capitale, Ankara. Il arrive aussi que le parti d'Erdogan perde des élections. Mais justement, c'est arrivé. Et le parti a perdu, on a repris les élections. Donc si ce n'était pas démocratique, ça ne serait pas possible. Après, je ne me souviens pas que... il ne peut pas prendre 100%. Je ne me souviens pas qu'en Turquie, il y a eu des manifestations avec un certain nombre de tirs qui se font. Voilà, donc il faut... Qui se font où? Non, mais qui se font sur la population et des gens qui décèdent. Je n'ai pas eu dire cela. Oui, mais en fait, tout est une question de communication. Voilà. Ça, par exemple, quand il y a eu... Excusez-moi de revenir encore sur les Gilets jaunes, il y a eu des morts. Oui, non, mais... Mais on n'en parle pas. On ne sait même pas que les manifestations des Gilets jaunes ont fait des morts, des blessés. Il y a des Gilets jaunes même qui ont perdu des donc parfois, il faut retenir qu'en Afrique, c'est sur des médias locaux en France. Et en Afrique, en particulier au Togo, il faut reconnaître, il faut quand même avoir le courage de reconnaître que c'est parfois beaucoup plus violent qu'on ne le veuille l'exprimer que ailleurs. Voilà. Non, mais merci beaucoup à vous. On nous attend pour le journal. La violation des droits de l'homme, c'est aussi en Occident. C'est ce qu'il veut dire. En fait. C'est aussi en Occident. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Vous êtes également directeur du Centre de géopolitique internationale qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Donc, merci à Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. L'activiste panafricain Russe Donkovi, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On vous remercie également. Merci pour l'attention particulière. On se retrouve donc la prochaine fois. À très vite.